Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. L'artiste, le sportif, le réal, l'écrivain que je reçois aujourd'hui, né avec une maladie qui lui a appris très tôt que la vie se gagne à chaque souffle. Ce souffle qui me passionne, ce nouveau souffle qu'il faut parfois reprendre au moment d'une bascule. Cette bascule qui devient peur, effroi, terreur. L'homme que je reçois ce jour est un gymnaste. La gym a été une bouée. Lui, atteint de mucoviscidose. Vous imaginez les traitements interminables, hospitalisation, fatigue permanente. Il dit, pendant des années, j'ai vécu comme un condamné à regarder les autres vivre, courir et rire quand la maladie vous ronge le corps et que la mort devient comme une promesse quotidienne. Pourtant, aujourd'hui, on célèbre la sortie de son livre. Encore un miracle devenu habitude dans son histoire de vie. L'auteur que je reçois aujourd'hui est un ancien gymnaste de haut niveau. Il a trouvé dans le cinéma et l'écriture une autre forme de discipline et d'expression. Son livre, édité chez Plomb, se nomme « Rattrapé par la vie ». C'est avec Thomas Baillet que je suis aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2026 ? Tout d'abord, merci de me recevoir. C'est une superbe formulation et elle arrive à point nommé puisque 2026 est pour moi promesse de nombreux cadeaux. Le premier, effectivement, c'est cet aboutissement, ce livre qu'on a mis au point et que j'ai écrit avec l'aide de mon éditeur chez Plomb. Cette santé aussi qui m'accompagne maintenant parce que c'est quand même quelque chose de récent, ça a 5 ans, mais c'est récent. Donc je profite de chaque jour maintenant, sans penser que c'est le dernier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change. Et puis, 2026 m'apportera aussi sûrement l'un des plus beaux cadeaux que la vie puisse faire, et puisque je serai papa au début de l'été 2026. La paternité et un nouveau souffle encore et encore et encore. Où as-tu grandi, Thomas ? Moi, j'ai grandi à Villepreux, dans les Yvelines. Voilà, pas loin de Versailles, Plaisir. Que faisaient tes parents ? Eh bien, mon papa est toujours infirmier et ma maman travaille dans une agence bancaire. On a annoncé cette maladie lorsque tu avais 8 mois, petit bébé. Dans ton livre, tu racontes ton histoire, une relation avec de nombreux médecins qui t'accompagnent, la relation avec ta sœur, on va approfondir. Et tu parles de ces silences, des choses qu'on t'a cachées, des choses que tu as découvertes plus tard. Quand on a 8 mois, évidemment, on ne comprend pas et on ne sait pas ce qu'il nous arrive. Qu'est-ce que tu sais de cette annonce ? D'ailleurs, le livre commence comme ça, l'annonce. C'est pas cette même annonce, mais raconte-moi ce qu'on t'a raconté de cette annonce. Quand on est parent et qu'on a un bébé de 8 mois atteint d'une maladie mortelle. Finalement, j'ai entendu pas mal de choses de mes proches. J'ai pris conscience de beaucoup de choses en écrivant ce livre. Ça m'a amené à revenir en arrière, à interroger plus profondément mes parents. Je crois que ça a été quelque chose d'assez brutal pour eux. Mais comme tous les parents à cette époque, je crois qu'il y avait... c'était un peu compliqué pour le corps médical d'annoncer ce genre de nouvelles. C'est toujours compliqué, mais voilà, je crois que en tout cas pour mes parents ça a été assez difficile, surtout qu'à cette époque-là la mucoviscidose n'est pas une maladie ultra connue, donc on leur annonce après plusieurs semaines de recherche, parce que personne ne trouvait, que leur enfant de 8 mois est condamné parce qu'à l'époque la mucoviscidose, qui est un mot ultra vulgaire, fait peur. Et quand on ouvre le dictionnaire, on voit qu'on a des difficultés à passer quand même la pédiatrie, 10-15 ans. C'est une maladie très grave. Pour ceux qui ne la connaissent pas, dis-nous, qu'est-ce que c'est cette maladie ? La mucoviscidose est donc une maladie génétique
qui entachent les voies respiratoires et digestives. Donc on a de plus en plus de difficultés à respirer. Les bronches des poumons s'obstruent petit à petit. On enchaîne les surinfections. Et donc après, le traitement final, c'était la greffe pulmonaire ou le décès, malheureusement, des patients. On parlera de Grégory Lemarchal, évidemment, qui a fait connaître d'une façon extrêmement populaire cette maladie. Donc toi, tu grandis avec cette maladie. Quel genre de petit garçon tu étais à l'école ? Je crois que quelques railleries t'ont... Oui, j'étais un petit clown. J'ai compris bien plus tard pourquoi. Alors après, je crois que c'est vraiment intrinsèque, hein. Chacun a sa personnalité. Moi, j'ai été très entouré à la maison. J'ai découvert le rire, en fait, à l'école, parce que déjà petit, mon quotidien, c'était les traitements, c'était l'hôpital, c'était la peur et l'angoisse, parfois même le non-dit, mais tout est question d'énergie. On ressent beaucoup ses parents. Moi, j'avais une maman forcément très inquiète, un papa qui prenait le dessus pour porter la famille, mais voilà, l'entourage était assez inquiet, etc. Et à l'école, c'était un peu ma soupape de décompression. Je pense que très vite, j'ai compris que j'étais pas à l'école pour bosser au départ, j'étais à l'école pour faire rire, pour me faire des copains. Et puis dans les classes, après, c'est vrai qu'à partir du moment où on grandit, on sait que les enfants sont pas toujours très tendres entre eux, et quand on commence à prendre conscience que l'un ou l'autre est différent, ça peut parfois amener à des railleries, des moqueries, voilà, et on les subit, et très vite, pour ne pas en souffrir, j'ai transformé ça en autodérision, c'est-à-dire que c'était un peu, voilà, je riais, je m'auto-flagellais presque, ça faisait rire les autres, et du coup ça me dérangeait moins que ça vienne de moi, que ça puisse venir d'eux. Et c'était une façon de te faire des amis, de te faire aimer. C'est exactement ça, ça me permettait de faire partie d'un groupe, et donc de ne pas être en retrait, et quelque part ça me permettait aussi de mettre la maladie à distance. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'en rire, voilà, je vivais dans un réel à la maison qui n'était pas celui de l'école, et donc à tout moment, quand je pouvais mettre la maladie, les traitements, les soins, la fatigue loin de moi, les choses se sont faites naturellement, et c'est comme ça que j'ai parcouru ma scolarité. Tu rêvais de quoi quand tu étais enfant ? J'ai une anecdote assez marrante, puisque moi, quand j'ai eu 7 ans, j'ai découvert la gymnastique. Et il y a eu un documentaire de proposé à l'hôpital avec le réalisateur Nils Tavernier. Et le but était qu'il pose aux enfants la question « Quel est ton plus grand rêve ?» Et il m'a dit plus tard que j'avais retenu son attention parce que tous les enfants avaient dit guérir, et que moi, j'avais dit devenir champion olympique de gym. Devenir champion olympique de gym. Tu avais quel âge ? 7 ans. 7 ans, ouais. Et tu le dis à Nils Tavernier. Nils Tavernier, ouais. Sans savoir vraiment qui c'est. Sans savoir vraiment qui c'est, sans savoir peut-être la portée des mots que je viens de donner. Et puis surtout, on est dans un hôpital, et en fait, je ne vois pas l'hôpital, je suis à fond dans ce que je vis. Je suis dans la découverte d'un sport qui va devenir mon sport. Tu dis, la gymnastique me transformait, elle forgeait en moi une force mentale nouvelle, une détermination que je ne soupçonnais pas. Tu parles de santé mentale à ce moment-là. Tout à fait. J'ai commencé à passer du temps dans la salle de gym, et de plus en plus, et surtout j'avais des camarades de gym avec qui je m'entendais très très bien, et j'ai développé cet esprit de compétition. Et tout à coup, là où j'étais un petit peu bridé, enfermé par le poids des médecins, de ma famille, des soins, des traitements, j'avais une liberté énorme dans le gymnase. Je pouvais m'exprimer, je pouvais rire, j'étais absolument pas moqué. On était une équipe, et surtout, je gagnais en autonomie sur les agrès, je progressais, on m'encourageait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à cette période-là. Et tu parles de santé mentale. Ce que je lis aussi dans ton livre, c'est cet optimisme. Tu es d'un optimisme inébranlable. À quel moment tu commences à te rendre compte que cette maladie t'amène vers cette petite mort dont tu parles, parce qu'elle est en toi?
tu y penses, et ton corps souffre. Tu me racontais qu'il y a eu un moment où vraiment tu es très maigre. Est-ce que c'est, je crois, à l'adolescence qu'il y a eu ce moment de bascule où tu te dis, là, je ne vais pas y arriver? Oui, alors, tout d'abord sur l'optimisme, c'est vrai, je pense que je suis quelqu'un d'optimiste. Ça m'a été transmis par mes parents, et notamment par mon père, qui a tout de suite décidé, quand les médecins lui ont dit votre enfant est malade, et lui, il a décidé que je serais éduqué comme les autres, que je serais puni comme les autres, qu'on rirait, qu'on allait vivre, qu'on allait faire attention, certes, mais qu'on allait vivre. Et lui, ayant eu un parcours aussi un petit peu atypique de par son vécu, m'a transmis cet esprit du combat, cet esprit de la compétition, cet esprit de ne jamais rien lâcher. Il m'a appris qu'il pouvait y avoir des moments très compliqués, mais que derrière, il y avait souvent des joies, des bonheurs, et qu'il fallait rien lâcher, parce que de toute façon, la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Bon, moi, j'avais en plus cette maladie-là, mais raison de plus pour encore plus croquer la vie à pleines dents. Alors, petit à petit, j'avais des rappels, donc entre 7 et 15 ans, de ce qu'était la maladie. Mais mes parents essayaient de m'en protéger, mais par la société, je commençais petit à petit à comprendre que c'était une maladie mortelle, que l'avenir était vraiment très incertain, et notamment au collège. Au collège, une intervenante médicale arrive dans cette classe de 3e, sans savoir que je suis là et que je suis atteint de mucoviscidose, et nous fait un cours sur le don d'organes. Elle prend comme exemple la mucoviscidose, et elle dit comme ça que de toute façon c'est une maladie mortelle, que les réussites de la greffe sont très faibles, et que les adolescents et jeunes adultes ne dépassent pas 25 ans. Là, je prends une double gifle, parce que même si c'est dans l'inconscient, tout d'un coup on est rattrapé par le réel, et en plus on a 30 élèves qui se retournent vers soi, parce qu'eux savent de quoi je suis atteint, et donc il y a cette honte, cette pression, cette peur, et je crois que ce jour-là a marqué d'une pierre blanche ce retour à la réalité de j'ai une maladie, elle est mortelle, et l'avenir est très incertain. Tu étais très proche de l'association créée par... Attends, stop. Excusez-moi, j'enregistre. Romain, s'il te plaît, j'en ai pas pour longtemps. Merci. Tu étais très proche de l'association dont l'égérie, l'icône était Grégory Le Marchal. Ce sont tes parents qui se sont rapprochés de cette association ? C'est ça. Tout à coup, quand Grégory remporte la Star Academy, c'est un phare pour nous, pour la communauté des patients atteints de mucoviscidose, parce que tout à coup, c'est l'histoire d'un mec qui a réalisé son rêve, mais qui a la même pathologie, et donc qui a réussi à se dépasser, qui arrive à émouvoir une grosse partie de la France, et surtout qui vit, et de ce qu'on voit. Alors nous, évidemment, on connaît un peu l'arrière-plan, parce qu'on est patient, et que dans cette maladie, il y a toujours ce qu'on montre, je compare toujours au théâtre sur scène, et après il y a le rideau qui se ferme. Donc moi je savais ce dont il pouvait souffrir une fois qu'il descendait de scène. Il n'empêche que de réussir à enchaîner des concerts d'1h30 à 2h avec cette pathologie-là, c'est pas rien. C'est un petit peu comparable aux compétitions de gym, c'est-à-dire que je pouvais être dans un très très mauvais état, et quand je rentrais en compétition, plus rien ne pouvait m'arrêter. Donc j'apprends effectivement en 2007 le décès de Grégory, et c'est un choc, parce que tout d'un coup, encore une fois la réalité rattrape, et je me souviens bien que mes parents ont prié. Je me souviens être rentré du collège, et ils espéraient que je n'ai pas eu la nouvelle à ce moment-là, et ils ont attendu le déjeuner pour me l'annoncer. Bon, et puis effectivement c'était une nouvelle extrêmement triste, et puis derrière mon père et ma mère ont su trouver les mots, et on a continué d'avancer, et on a fait de sa disparition finalement une force avec toute cette communauté, parce que tout d'un coup il avait ouvert la voie, et il avait braqué les projecteurs sur cette pathologie, et je reste persuadé que bien plus tard, donc ce nouveau traitement dont on va sûrement parler, on est parti de son décès, et on est allé jusque là, et pour moi je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, j'aimerais vraiment
pour prendre conscience, et ce qui m'a frappé à la lecture de ton livre, c'est que je pense que les gens ne peuvent pas se douter de ce que c'est intimement. Lorsque tu décris combien tu as été chétif, lorsque tu vois la peur dans le regard de tes parents, il y a eu des moments vraiment à la limite de la mort, dans une souffrance vraiment absolue, où ton corps est meurtri de traitements. Il y a des passages extrêmement douloureux dans ta vie. Oui, alors de toute façon, c'est un petit peu le souci avec cette maladie, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas. J'ai toujours dû expliquer le pourquoi du comment. Maintenant, oui, il y a des moments d'infection qui ont été très compliqués, des moments où on est moins bien, on est malnutri, et puis les antibiotiques fatiguent extrêmement, et petit à petit ça progresse, la capacité respiratoire diminue, et donc on est beaucoup plus fragile. Oui, donc on passe plusieurs semaines à l'hôpital, et puis on rentre chez soi, ça va mieux, puis on y retourne. Voilà, c'est un cercle vicieux auquel on est contraint. Et il faut avancer avec ça malgré tout, mais c'est vrai que dans le regard de l'autre, c'était un petit baromètre. Je savais lorsque mes parents ou même d'autres étaient inquiets ou en parlaient comme ça discrètement à mes parents, je savais que visiblement il y a quelque chose qui clochait quand même et que j'étais tout doucement en train de décliner. Tu parles de miracle quand tu parles de guérison. Tu parles de cette relation à ta sœur, qui est celle qui... grâce à qui tu as pu obtenir ce don d'organes il y a seulement 5 ans. Raconte-nous comment c'est organisé ce don. C'est pas rien de recevoir un organe de sa sœur. Tu en parles beaucoup, d'elle. Tu nous en parles ? Oui, alors la place d'un frère ou d'une sœur dans une fratrie où il y a un enfant malade, c'est un sujet qui m'est très cher. Parce que moi j'ai donc une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, et en fait j'ai commencé à écrire là-dessus et à en prendre conscience vers 20 ans, parce que j'ai vu ma sœur, parce que j'ai appris à l'écouter, à la regarder, et que de vivre avec un frère ou une sœur malade et qui plus est condamné, eh bien c'est quelque chose qui est très très compliqué, bouleversant, parce que énormément de questions peuvent se poser. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux alors que mon frère ou ma sœur va mourir ? Est-ce que j'ai le droit de déconner, de faire des bêtises ? Pas forcément, parce que mes parents ont le focus sur mon frère ou ma sœur. Donc je vais être très sage, je vais avoir des bonnes notes, et puis je vais pas faire de vagues. Donc c'est des enfants qui se construisent. Alors pas seuls, parce que lorsqu'on écoute les parents, il faut être capable de comprendre tout le monde, et mes parents n'ont pas fait de différence. Maintenant, quand il y a un focus, et de la part aussi de toute la famille, l'enfant peut se sentir un petit peu isolé. Moi, j'avais une petite sœur qui passait son temps à lire dans sa chambre, qui voulait pas qu'on l'aide pour ses devoirs, qui ne parlait jamais de ses problèmes. Ça a été quelque chose de compliqué pour elle. Donc, quand des années plus tard, elle dit à mes parents, parce que je déclare une maladie de Berger, qui est une maladie qui affecte les reins, en plus de la mucoviscidose, qui n'a pas été... dont la déclaration de cette maladie n'a pas été mise sur le dos de la mucoviscidose. En tout cas, on m'avait prédit une dialyse et une greffe au bout de 10-15 ans. C'est arrivé en 6 mois. Donc là, tout le monde a eu très peur. J'ai beaucoup maigri. Et la seule solution, c'était la greffe. Donc quand cette petite sœur rentre dans ma chambre d'hôpital et me dit je vais te sauver la vie, en fait, c'est moi qui vais te donner un rein. Comment elle a pris ces décisions d'elle-même ? Est-ce que ce serait intéressant de comprendre si c'est imposé ou si c'est une évidence ? Alors évidemment, on pense à Richard Berry qui a fait don d'organes à sa sœur également. Et on imagine que dans cette filiation, j'écoutais une interview de Rosalia hier qui parlait de sa sœur, la filiation ne s'explique pas. Mais c'est quand même un sacré acte. Comment c'est né chez elle, tu le sais ? Évidence, tu as dit le mot, parce que mes parents m'ont raconté, donc moi j'étais hospitalisé, que elle est venue dîner un soir avec eux et qu'elle leur a dit c'est évident, en fait c'est moi qui vais lui donner un rein. Ma sœur est quelqu'un, comme le reste de cette famille, d'extrêmement combative. Voilà, je pense que
mon parcours, et qui plus est le sien, l'a énormément forgé. Elle a dit quelque chose de très beau. Elle a dit: je préfère avoir un frère chiant qu'un frère mort. C'est ce qu'elle m'a dit quand elle m'a dit: je vais te donner un rein. Bon, je me souviens m'être effondré parce que tout d'un coup je voyais une lumière au bout du tunnel, mais surtout toute cette culpabilité que j'avais pu avoir par rapport à elle m'est revenue en pleine face, et je me suis dit en fait la championne c'est elle. Moi j'ai été champion de gym, mais la championne c'est elle. C'est d'ailleurs le titre du long métrage que je suis en train d'écrire, en hommage donc justement à ses frères et sœurs. Mais voilà, c'est une décision qu'elle a prise d'elle-même, et rien ni personne n'aurait pu l'en faire dévier de cette décision. C'était clair, c'était net, et à aucun moment elle a dévié de la trajectoire, elle était sûre. Bon, et puis après, les choses se passent pas forcément comme on veut non plus, parce que malheureusement ma capacité respiratoire a nettement baissé du fait de la dialyse, puisque moi j'ai un lobe du poumon qui s'est fermé. Et le 13 mai 2020, je manque de mourir. Je passe à une nuit de la mort, je suis sous oxygène plus. Et on prévient mes parents, on leur dit, voilà, il faudrait se préparer. Même moi, je savais, je sentais. Tu sentais ? Oui, parce que j'avais... Bon, j'en étais arrivé à un stade où j'avais énormément de douleurs physiques, j'avais énormément maigri, et j'étais avec beaucoup d'oxygène, et finalement, je commençais à m'apaiser, et j'acceptais, même si j'ai toujours eu ce feu intérieur de vouloir vivre et de devoir bouffer la vie, tout d'un coup, je commençais à me dire, et si c'était maintenant, et si c'était la fin, voilà. Et au final, je survis à cette fameuse nuit, et ma médecin rentre dans ma chambre le lendemain, et me dit, écoute, j'ai une solution, et on va sûrement en parler, mais j'ai un traitement qui vient des États-Unis. Ce fameux nouveau traitement. Voilà, c'est ça, le nouveau traitement. Elle me dit, il n'est pas encore en France. Vous êtes très peu à en bénéficier ici. En ce moment, il est beaucoup donné aux patients en attente de greffe, ce qui leur permet de survivre en attendant. Et c'est un médicament qui permet de récupérer un petit peu de capacité respiratoire, ce qui était jusque-là impossible, puisque les conditions faisaient que les poumons s'abîmaient, et puis on perdait de la capacité et on la récupérait pas. Donc c'était vraiment la greffe ou le décès. Et là, elle me dit, ce médicament permet de récupérer entre 6 et 10% de capacité respiratoire, et alors on pourra programmer une date de greffe avec ta sœur, parce que les chirurgiens m'avaient dit, moi j'étais à 34% de capacité respiratoire, mais là ils m'ont dit, on ne vous opère pas, monsieur, ce n'est pas possible. Et donc ce traitement arrive. Ce traitement arrive, puis la greffe arrive, et cette guérison miracle arrive. D'ailleurs, tu nous racontes que tu te passais en boucle la chanson de Gilbert Bécaud, que vais-je faire de tout ce temps? C'est absolument fou, cet avant, cet après. Qu'est-ce qui s'est passé après cette guérison miracle? Encore aujourd'hui, il peut m'arriver de me poser la question, parce que c'est vrai que quand je pars le 15 juillet 2020 à la greffe avec ma sœur, je m'endors avant la greffe avec des douleurs horribles. J'ai ma musculature qui est complètement flanchée, je suis plus celui que j'ai été, et j'ai hâte. Et je sais que c'est soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, ça c'est clair, il n'y a pas de 10 000 solutions. Maintenant, ce traitement m'avait déjà redonné un petit peu de capacité respiratoire, assez pour être greffé. La greffe se passe merveilleusement, j'entends encore le son de la voix de ma sœur qui dit à l'infirmière que je suis en train de me réveiller. Enfin, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie, ce moment du réveil, où on n'est que tous les deux avec ma sœur dans cette chambre de réveil. Et en fait, elle vient de me sauver la vie, et ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, et qu'on chérit d'ailleurs. J'espère avoir ce souvenir le plus longtemps possible gravé en moi. Et donc petit à petit, je commence à récupérer. Je commence à refaire un petit peu de vélo, je pars en vacances une semaine. Nouveau souffle, un vrai nouveau souffle que presque j'avais oublié. Parce que je sortais de 27 années à perdre mon souffle, mais en plus, là je sortais d'1 an et demi où j'allais clairement vers la mort. Donc tout d'un coup, on a ce nouveau souffle, et puis donc on se pose la question quand même. Alors moi je rentre après au mois de septembre, donc pour faire un test de souffle justement, par rapport à ce nouveau traitement, et les médecins n'en reviennent pas. J'ai fait une remontée
bien au-delà des espérances, puisque je reprends 15 à 20% de capacité respiratoire, et que tout à coup, petit à petit, on m'enlève des traitements, et on me dit, par exemple, la kiné respiratoire que j'avais depuis l'âge de 8 mois, on me dit, jusqu'à cet âge-là, on me dit, il va falloir dire au revoir au kiné, parce que tout se termine. Et là, c'est vertigineux. Ce kiné avec qui tu avais tissé une relation comme un deuxième papa, il t'a accompagné absolument toute ta vie, et il faut lui dire au revoir. Exactement. Et là, c'est pareil, c'est un retour à une autre réalité, c'est-à-dire que c'est plus qu'un kiné, c'est un ami. C'est quelqu'un depuis l'âge de 8 mois, il faut bien comprendre, que j'ai vu tous les jours, du lundi au vendredi, parfois le week-end quand j'avais des surinfections, mais pendant 27 ans. C'est un monsieur qui m'a accompagné dans toutes les étapes de ma vie, de jeune enfant à adolescent à jeune adulte. C'est un monsieur qui connaissait, parce qu'on ne se livre pas toujours à ses parents, c'est un monsieur qui a connu mes joies, mes peines, mes problèmes, il a tenté de les résoudre avec moi, il m'a écouté, parfois même il m'a un petit peu engueulé, parce que voilà, il était là pour moi, toujours, avec bienveillance, et ça c'est une relation qui est extraordinaire. Donc quand du jour au lendemain on vous dit tu ne vas plus aller le voir, on adapte, parce que maintenant on dîne ensemble une fois tous les 2-3 mois, mais oui, c'est quelque chose qui est vertigineux, parce qu'on coupe votre quotidien et vous n'y êtes pas forcément prêt. Donc ça, et puis la perte de traitement, certains traitements ont diminué. J'ai arrêté de tousser, je toussais quasiment toutes les nuits, je ne tousse plus, j'ai repris du poids comme jamais j'en avais pris, j'ai réussi à me remuscler. Enfin, tout à coup, il y a un changement de vie, un changement de paradigme qui est énorme. Réajuster sa vie et puis révéler ta véritable nature. Ce petit garçon qui faisait rire tout le monde, tu t'es rendu compte, parce que tu en as traversé des obstacles, de douleurs, de maladies, des déceptions même amicales. À un moment, tu racontes dans ton livre que tes amis ne venaient pas te voir à l'hôpital et que quand on va mal, on te tourne le dos, que c'est mieux d'aller mieux et de rire, comme si très jeune, tu es rentré dans une accélération de connaissances extraordinaires qui te font vivre une vie avec une immense maturité. Il y a eu de grandes déceptions et des grandes joies. Je voudrais que tu nous racontes comment tu as fait pour écrire ce livre, trouver cet éditeur chez Plon, c'est pas rien. Pour tous ceux qui rêvent d'entamer une carrière artistique en tant qu'écrivain, comment ça s'est passé ? Tu t'es levé un jour et tu t'es dit « mon histoire est extraordinaire, je vais la raconter » ? Non. Alors, pour en revenir justement au moment moins joyeux ou plus joyeux, ou en tout cas ce changement d'axe dans la vie, il s'est fait progressivement. À l'hôpital, c'est vrai, moi j'ai passé ma vie et mon enfance à vouloir faire rire, à me créer peut-être finalement une histoire. C'est-à-dire que peut-être que les amis, que je pensais être des amis, ils l'étaient quand j'étais là. Mais quand je ne l'étais pas, c'était pas pareil. Moi j'ai un ami qui m'est très cher, mon meilleur ami Mathieu, qui lui est venu, il est venu en vélo pour me voir à l'hôpital. Parce qu'on se connaît depuis qu'on a 7 ans et qu'aujourd'hui il est toujours là, il fait toujours partie de ma vie et je fais partie de la sienne. C'est quelqu'un qui a de vraies valeurs, mais voilà, le reste, très très peu finalement. Et donc là forcément quand tout d'un coup on va mieux, on réfléchit. Comment je vais organiser ma vie maintenant ? Certes c'est pas si simple, parce que tout d'un coup on est effectivement devant un gouffre, mais on choisit. On choisit avec qui on a envie de passer cette vie-là, on fait des choix meilleurs, on essaye de se servir de l'expérience qu'on a eue pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Finalement, c'est une vraie seconde chance. Donc, on fait attention un petit peu à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on choisit, à tout ce qu'on dit. Et là, on petit à petit, on commence à changer l'axe et on fait mieux les choses, je dirais, ou en tout cas, on essaye de les faire un peu mieux. Moi, pour ce qui est de ce livre, j'ai toujours écrit. J'avais fait 2 courts-métrages. J'ai commencé à en écrire un, donc Championne, et puis j'ai joué aussi, j'ai joué pas mal, j'avais fait 3 séries, un film avec Albert Dupontel, et puis Nils Tavernier, qui finalement est resté dans ma vie de ces 7 ans jusqu'à aujourd'hui, et qui m'a permis de travailler en tant qu'acteur, de me développer en tant qu'acteur. Et sur son dernier film, j'ai rencontré donc mon éditeur, Guy Birenbaum,
dont le film de Niels raconte l'histoire de sa maman et son histoire familiale. Et on a sympathisé, et puis un jour on s'est revus à Trouville sur une plage, et puis on a commencé à échanger un petit peu plus personnellement. Et pareil, il m'a interrogé et il m'a demandé de lui raconter. Et tout de suite, il m'a dit, mais je vais arriver chez Plon et il faut qu'on écrive cette histoire. On me l'a beaucoup dit les 10 dernières années. Et puis moi, c'est la première fois que j'écris un livre. L'écriture scénaristique n'est pas la même que l'écriture d'un livre. Donc ça a pu me faire peur. Je me suis dit, tiens... Et d'ailleurs, Guy, donc mon éditeur, m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu veux quelqu'un pour l'écrire ? Et là, j'ai l'esprit compétitif qui est ressorti tout d'un coup, et j'ai dit, non, on va prendre le temps, je vais le faire. Et je crois que c'était très important, parce que ce livre m'a fait énormément de bien. Il m'a permis aussi de comprendre peut-être un petit peu plus mes parents. Je dirais qu'il a eu quand même une force thérapeutique aussi, de comprendre un petit peu mieux mon entourage, et puis ce qui s'est passé, parce que effectivement, je l'ai vécu à 100 à l'heure. C'est 27 ans de vie, mais c'est passé ultra rapidement, les bons comme les mauvais moments. Et là, c'était un petit peu le bilan de cette première vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je leur remercie beaucoup de m'avoir offert ce cadeau, parce que j'ai pris vraiment du plaisir à écrire ce livre. Tu parlais de Niels Tavernier, tu parlais de ce rêve d'enfant d'être gymnaste. Mais tu as oublié de nous raconter que tu voulais être comédien aussi et que tu t'es inscrit au cours Florent. J'ai une question à te poser. Tes décisions, être gymnaste, être comédien, est-ce que c'était animé par un désir profond ou est-ce que c'était animé par une revanche à la vie ? C'est une super question. Je crois... Non, j'ai jamais été très revanchard. Par exemple, j'en ai jamais voulu à ma famille ou à mes parents d'être malades, j'en ai jamais voulu à quiconque. Après, oui, on vous forge quand même un petit peu. Donc, vous savez que vous êtes malade, vous êtes à fond dans la gym, il y a quelque chose de l'ordre, tant que je vais bien, tant que je monte sur les agrès, je suis en vie. Si jamais ça disparaît, là, ça va pas aller. Donc il y avait juste ce petit côté-là. Le reste, je crois que c'est la passion. Mon père m'a toujours dit, si tu te lèves le matin et que tu prends plaisir à aller travailler, tu verras pas la journée passer. Et ben c'est vrai. Moi j'ai toujours du coup voulu faire en sorte de kiffer, d'aimer ce que j'allais faire dans ma journée. Et donc quand je commence la gymnastique, c'est parce que je prends énormément de plaisir à ça, que ça devient ma passion. Je le vis à 300%. Quand je décide de rentrer au cours Florent, c'est parce que j'ai essuyé plusieurs échecs. Tout d'abord, le sport-études. Premier gros drame, entre guillemets, c'est que j'aspire à mon rêve, qui était de devenir champion olympique, et pour ça, il faut passer les étapes, et il faut rentrer dans les sports-études, et puis après, pour arriver aux équipes de France. Au moment où je dois passer ce fameux test, mon médecin dit à mes parents, non, on va pas le faire. Et là, moi, j'en suis à 13 heures de gym par semaine, je ne vis que pour ça. C'est ma soupape de décompression, donc je suis giflé tout d'un coup. Je prends conscience que la maladie va pas uniquement entacher mon corps et mon esprit, mais elle va aussi me freiner. Et là, c'est encore une étape à passer. Ensuite, je décide d'être gendarme, et pareil, refus parce que c'est l'armée, voilà. Je voulais être cuisinier. Pareil, là, les chauds froids, etc. Et donc, en fait, je fais mes études, je vais jusqu'au BTS. Et là, je me dis, maintenant, je vais aller faire ce que je veux. Et puis, tout ce que j'ai pas réussi à faire dans la vie réelle, peut-être qu'on m'offrira l'opportunité de le jouer. En tout cas, c'était ce que je me disais en rentrant dans ce fameux stage de cours Florent. Et en fait, je rentre dans ce stage et c'est une révélation. Je prends énormément de plaisir sur scène, je rencontre des gens formidables, que ce soit en classe de théâtre ou en classe de cinéma, dont Stéphane, que tu connais bien, qui est un véritable ami. Stéphane Di Tordo. C'est ça, Stéphane Di Tordo, et qui lui fait partie des gens qui vous boostent une journée, qui vous pousse, qui va toujours de l'avant. Qui va vraiment au bout de ses rêves. Exactement, il va vraiment au bout de ses rêves, et moi j'ai besoin de ces gens-là, j'ai besoin de m'entourer comme ça. Et donc voilà, c'est pas une revanche, mais c'est une passion. Et après, l'écriture arrive et on rencontre les bonnes personnes en travaillant, en recherchant et en s'entourant encore une fois
de la bonne manière. Et je développe ces deux passions, puisque je reste encore dans la gymnastique, où j'aide des enfants à essayer d'aller vers leur objectif, vers leurs rêves. Donc ça, c'est ce qui me plaît. Et puis à côté, je prends un plaisir énorme à écrire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin, et je dirais que ça a changé, c'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment uniquement focalisé sur le jeu. Et aujourd'hui, j'ai envie, par l'écriture, par l'image, de transmettre des émotions. J'ai des choses à dire, à raconter, et j'ai envie d'emmener des gens avec moi là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est la rencontre la plus marquante et déterminante que tu aies eue ? La rencontre la plus importante. Alors, je pense que la rencontre qui arrive au mois de juin va être la plus importante et la plus déterminante avec mon bébé, mais je dirais que c'est quand même... il va y en avoir plein. Il y en a plein qui sont ponctués, mais je dirais que quand même Nils Tavernier a été un mentor. Voilà, c'est pour moi quelqu'un qui m'a accompagné avec une bienveillance énorme. Que tu as provoqué toi avec ta réponse. Oui, c'est ça. Parce que tu l'as saisi. Un enfant parmi tant d'autres. C'est ça. Qui a une réponse, qui est un désir de vie et de souffle. Est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu es croyant ? Alors, je dirais que je le suis devenu, même si pendant toutes ces années, cette jeunesse, j'ai quand même développé une capacité à entendre, à distinguer des choses, des énergies. En tout cas, c'est quelque chose qui me rassurait. Mais après cette greffe, oui, la manière dont les choses se sont mises en place, c'est-à-dire que j'allais vraiment, et j'ai conscience aujourd'hui que j'allais vers là une mort quasi certaine. Et le fait que ce nouveau traitement arrive à ce moment-là, et cumulé avec le don de ma sœur, mais le timing, il a été trop parfait. C'est-à-dire que voilà, les énergies se sont mises en place, et quand même je me suis beaucoup demandé pourquoi j'ai cette chance. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment naître dans le bon créneau, parce que malheureusement, les patients avant sont décédés, et ceux d'après vont avoir un espoir énorme. Donc je fais partie de ceux qui sont revenus presque de cette première génération qui a pu bénéficier du traitement. Donc oui, j'ai quand même eu des questions. La foi est arrivée, et puis les rencontres, encore une fois, puisque moi j'ai rencontré encore une fois Thierry, dont je parle beaucoup dans le livre, qui est un être exceptionnel. C'est vraiment une belle personne, et qui m'a initié à la lecture, à la spiritualité. Raconte-nous cette rencontre avec Thierry. Et qui est Thierry ? Thierry, c'est un designer, c'est quelqu'un qui travaille dans le graphisme, et c'est le papa d'un pote gymnaste à moi. Et finalement, après la greffe, il a tout de suite fallu que je me remette à travailler. Il me fallait plein de projets, etc. Et comme j'étais dans le sport, j'ai décidé de monter une auto-entreprise de coaching. Chose que j'ai faite. Donc je me suis formé, mais il fallait aussi le packaging autour. Et comme je connaissais Thierry et que je sais qu'il est graphiste, je suis allé le voir, et pour créer l'identité en fait de mon entreprise. Et plus tard, au fil du temps, avec cette amitié qui a grandi, c'était finalement ma nouvelle identité que je suis venu chercher. Et c'est en cela que le chemin, la vie connaît le chemin. Et en fait, à force de bosser avec lui sur cette identité, il s'est livré sur lui, sur sa spiritualité, sur ses lectures. On a passé des longs moments à aller marcher en forêt, à être dans le moment présent, et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ce transfert de vie en fait. Tu dis, Thierry avait été fort, fidèle, constant. C'est ça. Il semblerait que tu parles de toi, parce que tu as été fort, fidèle à toi-même et constant, dans tes rêves et dans tes désirs. Tu parles de santé mentale grâce à la gymnastique, mais avec ce souffle constant, d'une envie et d'un optimisme qui t'ont amené à être au cours Florent, à être en contact avec Nils Tavernier. Il semblerait, à travers ta lecture, que ce soit une des clés pour la guérison. Parle-moi de ton hygiène de vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui a déjà essayé des excès Quelle est la relation qu'on a avec sa santé quand on a connu une telle épreuve ?
Alors évidemment, comme tous les jeunes, alors pas comme tous les jeunes, mais dans l'adolescence, bon, j'ai fait des soirées où j'ai bu quelques verres, etc. Jamais de drogue, jamais de cigarette, déjà ça m'était interdit. Et puis c'est pas quelque chose, j'étais quand même très sportif, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Donc je ne suis jamais allé vers ces substances-là, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Et puis je connaissais aussi ce qui imposait le rythme de ma maladie. Donc je savais qu'il fallait que je me couche tôt, que je bois beaucoup d'eau, que je sois rythmé. Le timing devait être parfait pour ma prise de médicaments. Mais le sport m'a insufflé ça. Parce que il faut une sacrée discipline. Il faut être là aux entraînements, il ne faut pas lâcher. Parfois c'est dur. C'est exactement finalement le tandem parfait entre la maladie et le quotidien. Pour moi, c'est le sport. Qui vous accompagne tout au long. Aujourd'hui, j'ai une hygiène de vie propre à celle d'un adulte, d'un jeune adulte de 30 ans et je fais attention, je continue le sport également, j'essaye de manger correctement, voilà, de me coucher pas trop tard. Bon, après, je sais boire un verre avec mes amis ou autres, mais c'est jamais dans l'excès. Voilà, je respecte mon corps. Encore une fois, et je respecte surtout ce cadeau magnifique que m'a fait ma sœur. Je me verrai pas. Et puis aussi par respect pour ceux qui n'ont pas, dont le livre leur est dédié d'ailleurs, mais pour ceux qui n'ont pas bénéficié de ce traitement, parce que c'est quand même une chance énorme, et on ne peut pas, et on peut pas du coup faire abstraction de tout ça. Je vais juste terminer une phrase. Et après, c'est bon. Rattrapé par la vie. Thomas Baillet, ce livre parle de toi. Mais il concerne également tous ceux qui vivent une bascule, une douleur, un chamboulement. Parce que c'est vraiment un appel à la vie, à l'espoir et au miracle. Qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 7 ans qui prend conscience qu'en fait, il est atteint d'une maladie, une maladie mortelle, et que la seule promesse est cette mort? Je lui dirais, c'est drôle parce que je lui dirais, t'inquiète pas, tu vas kiffer quand même, en fait, parce que ce qui me vient, c'est encore une fois, c'est le positif, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr qu'il faut s'astreindre à des traitements, bien sûr que quand les gens sont pas autour de vous, vous êtes seul face à ça. Moi, il y a des soirs en dialyse où j'avais envie que ça se termine, où j'étais vraiment isolé, où je me disais, tiens, telle ou telle personne est sûrement en train de faire ça, mais ne pense pas à moi spécialement. Là, t'es vraiment seul face à toi-même. Mais ce petit garçon, il allait être super bien entouré. Et je pense que c'est la clé. C'est la discipline, l'entourage, et insuffler cette force de vie. En fait, moi, je dois cette force de vie à ma famille, à mon père. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi de primordial. C'est toujours aller de l'avant, d'accepter les coups durs et derrière de les transformer, d'en prendre l'expérience et d'en faire une force. Rattrapé par la vie, Thomas Baillet aux éditions Plomb, chronique d'une guérison au miracle. Je voudrais dédier cet épisode à tous ceux qui vivent un moment douloureux, qui sont comme dans un brouillard mental. Je vous assure qu'il y a toujours de la lumière. Merci Thomas. Et beaucoup de chance pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup.